Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune de nos enquêtes, car ce que vous allez entendre dépasse la fiction et vous fera entrer dans les coulisses de l'une des opérations les plus audacieuses et controversées du Mossad. Il existe des noms qui résonnent comme des énigmes dans le monde du renseignement, des figures discrètes qui se tiennent dans l'ombre mais dont l'existence détermine parfois l'équilibre fragile entre guerre et paix. Mohsen Fakhrizadeh était de ceux-là. Peu d'Iraniens le connaissaient, encore moins l'avaient vu, mais dans les bureaux de Tel Aviv et de Washington, son nom revenait sans cesse comme une menace imminente. Pour les uns, il était un simple professeur de physique nucléaire, un chercheur passionné. Pour les autres, il était l'architecte secret du programme nucléaire militaire de l'Iran, l'homme capable de franchir la ligne rouge et de transformer une ambition scientifique en bombe atomique. Depuis les années 2000, le Mossad suivait sa trace. Mais suivre un homme comme Fakhrizadeh n'était pas une tâche ordinaire. Il vivait dans une bulle d'ombre, protégé par plusieurs cercles de sécurité. Il se déplaçait rarement, changeait d'itinéraire, voyageait sous escorte militaire, apparaissait brièvement dans des conférences scientifiques soigneusement sélectionnées. Ses communications étaient cryptées, surveillées par le contre-espionnage iranien, et chaque tentative pour approcher son entourage semblait vouée à l'échec. Pourtant, le Mossad avait appris à ne jamais se décourager. La patience et l'obsession étaient ses plus fidèles armes. La traque commença par des fragments. Un ancien collègue interrogé discrètement en Europe, des images satellites montrant des complexes mystérieux dans les montagnes iraniennes, des photographies floues prises à distance lors de cérémonies officielles. Fakhrizadeh n'était pas un militaire en uniforme, il n'apparaissait pas dans les médias, mais ses signatures étaient partout, dans des plans techniques saisis, dans des conversations interceptées, dans des budgets alloués par le ministère iranien de la Défense. Pour Tel Aviv, une certitude s'imposait, cet homme détenait la clé. Le Mossad mit alors en place une opération de surveillance longue et invisible. En Iran, des réseaux dormants furent réactivés, des sources recrutées parmi les cercles périphériques. À Téhéran, certains agents locaux observaient de loin les convois où Fakhrizadeh prenait place. Les voitures noires aux vitres teintées, escortées par des véhicules blindés, ne laissaient aucune marge. Mais chaque détail comptait, les habitudes de ses gardes, les heures de départ, les lieux de résidence secondaires. Petit à petit, les Israéliens reconstituèrent une mosaïque de son quotidien. Pendant des années, Tel Aviv hésita. Fallait-il frapper directement, au risque de déclencher une guerre ouverte avec l'Iran, ou continuer à accumuler des preuves et des informations? Les discussions au sein du gouvernement israélien furent houleuses. Certains plaidaient pour la prudence, craignant un embrasement régional. D'autres rappelaient que laisser Fakhrizadeh avancer dans ses recherches équivalait à attendre que l'Iran franchisse le seuil nucléaire. Chaque jour sans action rapprochait ce moment. La décision fut finalement prise. L'opération devait avoir lieu, mais elle devait être d'une précision absolue, une démonstration de l'ingéniosité israélienne, capable de neutraliser une cible au cœur même de l'Iran, sans envoyer physiquement une équipe entière et sans laisser de traces exploitables. L'idée paraissait insensée, digne d'un roman d'espionnage. Utiliser une arme télécommandée, opérée à distance, guidée par une technologie de reconnaissance faciale et capable de frapper Fakhrizadeh dans son propre pays, sous les yeux de ses gardes. Pour y parvenir, le Mossad mit en place une logistique colossale. Des pièces d'armement furent introduites clandestinement en Iran, morceau par morceau, dissimulées dans des conteneurs et acheminées par des routes improbables. Les agents israéliens sur le terrain assemblèrent patiemment un dispositif sophistiqué, une mitrailleuse téléguidée montée sur un véhicule abandonné, équipée de caméras de haute précision, connectées par satellite. L'ensemble devait être discret, indétectable jusqu'à la dernière seconde, et capable de s'autodétruire après l'opération pour effacer toute preuve. Pendant des mois, les services israéliens simulèrent l'attaque. Ils étudièrent les trajets habituels de Fakhrizadeh, les routes qu'il empruntait pour rejoindre sa maison de campagne à Absar, les moments de relâchement dans son dispositif de sécurité. L'opération nécessitait un timing parfait, attendre que sa voiture ralentisse à un endroit précis, frapper vite et disparaître avant que les gardes ne puissent réagir. Le 27 novembre 2020, le piège fut activé. Ce matin-là, Fakhrizadeh prit la route comme à son habitude, entouré de plusieurs véhicules de protection. La route qui menait à Absar était bordée d'arbres et de collines, un décor tranquille qui masquait l'orage invisible qui se préparait. Le véhicule piégé, garé sur le bas-côté, semblait abandonné. Personne n'y prêta attention. Pourtant, à des centaines de kilomètres de là, des opérateurs du Mossad surveillaient chaque image transmise par la caméra embarquée. Lorsque la voiture du scientifique entra dans la zone, la reconnaissance faciale fit son œuvre. Le système identifia Fakhrizadeh derrière le pare-brise. En une fraction de seconde, les ordres furent donnés. La mitrailleuse s'activa, déclenchant une rafale chirurgicale. Les balles transpercèrent le pare-brise, atteignant leur cible avec une précision inhumaine. Les gardes, surpris, réagirent tardivement. En quelques instants, tout était terminé. Fakhrizadeh,
l'homme que l'Iran protégeait depuis 2 décennies, venait de tomber, frappé par une arme invisible opérée à distance. La panique s'empara du convoi. Les gardes crurent d'abord à une embuscade, mais il n'y avait personne. Pas d'assaillants visibles, pas de tireurs embusqués. Seulement un véhicule criblé de balles et un silence assourdissant. Lorsque les renforts arrivèrent, le dispositif s'était déjà autodétruit, ne laissant que des fragments calcinés. L'opération avait réussi au-delà des attentes. Pas un seul agent israélien n'avait été capturé, et l'ennemi n'avait aucune piste claire à exploiter. La mort de Fakhrizadeh provoqua une onde de choc mondial. À Téhéran, les autorités dénoncèrent immédiatement un acte terroriste et accusèrent Israël. Les funérailles du scientifique furent organisées avec tous les honneurs, présentées comme la preuve du martyre d'un homme qui avait consacré sa vie à la science. Dans les rues, la colère gronda. Mais derrière la rhétorique, une réalité brutale s'imposait. L'Iran avait perdu son cerveau nucléaire, et aucun successeur n'avait son expérience ni son autorité. Pour Israël, l'opération fut célébrée en silence. Aucun discours officiel, aucune revendication. Le Mossad resta fidèle à sa doctrine, agir dans l'ombre, laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Mais dans les couloirs feutrés du pouvoir, chacun savait qu'une page venait d'être écrite dans l'histoire du renseignement moderne. Une opération si audacieuse qu'elle redéfinissait les limites de ce qui était possible. Le monde entier s'éveilla ce matin-là à une nouvelle qui fit l'effet d'un séisme géopolitique. Mohsen Fakhrizadeh, le scientifique considéré comme le cerveau du programme nucléaire iranien, venait d'être tué. Mais derrière ce fait brut, il y avait des années de traque invisible, de patience méticuleuse et de calculs froids opérés par les services secrets israéliens. Car pour le Mossad, cette opération n'était pas née en une nuit. Elle était l'aboutissement d'une chasse commencée il y a bien plus d'une décennie, une chasse où chaque mouvement, chaque appel téléphonique, chaque trajet de Fakhrizadeh avait été observé, disséqué, archivé. Israël avait longtemps perçu ce scientifique comme une menace existentielle. Dans les coulisses des gouvernements successifs, son nom revenait comme une obsession. On disait de lui qu'il était plus qu'un professeur ou un chercheur. Il était l'architecte silencieux d'un projet capable de redessiner l'équilibre du Moyen-Orient. Le Mossad, fidèle à sa réputation, avait alors mobilisé ses meilleurs analystes, ses plus fins stratèges et une logistique tentaculaire pour ne jamais perdre sa trace. Les premiers rapports étaient maigres, parfois flous, mais à force de recoupement, un schéma s'était dessiné. Fakhrizadeh vivait sous haute protection, se déplaçait rarement sans escorte, et changeait d'itinéraire de manière imprévisible. Les voitures blindées, les gardes du corps armé jusqu'aux dents, les mesures de sécurité dignes d'un chef d'État, tout cela visait à décourager toute tentative d'approche. Pourtant, pour le Mossad, chaque mesure de protection était aussi une information, un indice permettant de comprendre la routine, les failles possibles, les moments de vulnérabilité. La traque s'était intensifiée au fil des années. Grâce à un réseau d'informateurs, à des satellites espions et à une technologie de surveillance de pointe, les Israéliens avaient commencé à cartographier la vie entière du scientifique. Où il enseignait, quelle route il empruntait, quels étaient ses horaires préférés pour voyager. Ils savaient quand il sortait de chez lui, à quelle fréquence il changeait de véhicule, et même quel restaurant il affectionnait. Tout cela formait un puzzle gigantesque, et chaque pièce ajoutée rapprochait le Mossad de son objectif. Mais ce qui rendait cette mission différente de toutes les autres, c'était le niveau de discrétion requis. Une opération classique aurait impliqué des agents sur le terrain, une embuscade, un échange de tirs. Mais ici, la moindre erreur pouvait déclencher une crise internationale. Israël ne pouvait pas se permettre d'être découvert, encore moins d'être directement accusé. Alors l'agence opta pour une approche radicalement nouvelle, une arme télécommandée, capable d'agir avec une précision chirurgicale sans qu'aucun agent ne soit présent physiquement sur les lieux. Ce projet technologique avait nécessité des années de recherche. L'arme devait être assez puissante pour neutraliser Fakhrizadeh, mais suffisamment précise pour épargner son entourage immédiat et éviter les pertes collatérales. Elle devait être transportable, dissimulée, activable à distance et résistante au brouillage électronique. Ce n'était pas seulement une mission d'espionnage, c'était aussi un exploit d'ingénierie, mêlant mécanique, intelligence artificielle et technologie militaire de pointe. Lorsque le plan fut enfin validé, chaque détail fut répété comme une chorégraphie millimétrée. La route que le convoi de Fakhrizadeh empruntait fut reproduite dans des simulations. Le timing, les angles de tir, la vitesse des véhicules, rien n'était laissé au hasard. Les agents savaient qu'ils n'auraient qu'une seule opportunité. Le moindre retard, la plus petite hésitation, et l'opération entière pouvait s'effondrer. Le jour de l'assassinat, tout semblait ordinaire. Fakhrizadeh roulait dans sa voiture, entouré de ses gardes du corps. Mais sur le bord de la route, camouflé à l'intérieur d'un camion apparemment banal, se trouvait l'arme construite spécialement pour lui. Un système de tir automatisé, contrôlé à distance, patientait.
L'air était lourd, presque silencieux, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Lorsque le véhicule approcha, le signal fut donné. L'arme s'activa, déclenchant une série de tirs d'une précision glaçante. Fakhrizadeh fut atteint, sa voiture s'immobilisa, ses gardes paniqués ne comprenaient pas encore d'où venait l'attaque. Et pourtant, aucun assaillant n'était visible. Pas de silhouette masquée, pas de fuite chaotique. Seulement une machine, opérée à distance, qui avait accompli sa mission avec une froideur inhumaine. En quelques minutes, l'impensable était devenu réalité. L'homme que l'Iran considérait comme irremplaçable gisait sans vie. Et déjà, le Mossad, depuis des centaines de kilomètres, effaçait ses traces, laissant derrière lui un mystère que le monde entier allait tenter de déchiffrer. Ce coup audacieux ne fut pas seulement une démonstration de force. C'était aussi un message. Israël montrait qu'aucune distance, aucune garde rapprochée, aucune précaution ne pouvait empêcher son bras invisible d'atteindre sa cible. L'opération changea profondément la perception des services de renseignement modernes, illustrant que la guerre de l'ombre n'avait plus besoin de présence physique pour frapper. Mais au-delà de la prouesse technologique et de la précision tactique, ce qui demeura, c'était la dimension humaine. Les regards incrédules des passants, les cris des gardes impuissants, et le silence glaçant qui suivit l'attaque racontaient une histoire de vulnérabilité. Car derrière les titres de journaux, il y avait un homme, une famille, et un pays entier plongé dans le deuil et la colère. L'Iran réagit immédiatement, accusant ouvertement Israël et promettant vengeance. Dans les rues de Téhéran, des foules en deuil scandaient le nom de Fakhrizadeh, transformant le scientifique discret en martyr national. Les chancelleries du monde entier, inquiètes d'une escalade incontrôlable, multipliaient les appels à la retenue. Mais dans les couloirs feutrés du Mossad, un sentiment de victoire froide régnait. Ils savaient que cette opération resterait dans l'histoire comme l'une des plus audacieuses et des plus mystérieuses jamais réalisées. Et pourtant, pour chaque agent ayant participé à cette mission, il restait aussi une ombre intérieure. La certitude que, dans ce jeu de l'ombre, il n'y avait ni triomphe absolu, ni paix durable. Seulement une succession d'actes clandestins destinés à retarder l'inévitable affrontement. Et dans cet équilibre précaire, l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh était à la fois une victoire stratégique et une étincelle dangereuse, dont les flammes pouvaient embraser toute la région. L'annonce de la mort de Mohsen Fakhrizadeh fut un choc immédiat. À Téhéran, le gouvernement convoqua d'urgence ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Les images du corps sans vie du scientifique, entouré de gardes paniqués et de civils terrifiés, circulaient déjà sur les réseaux sociaux. En l'espace de quelques heures, le nom de Fakhrizadeh, jusque-là inconnu du grand public en dehors de cercles spécialisés, devint un cri de ralliement. Pour les Iraniens, il n'était plus seulement un chercheur, mais un symbole de la souveraineté nationale humiliée. Dans les couloirs du pouvoir iranien, la colère bouillonnait. Le guide suprême dénonça un crime d'État et jura que le sang de Fakhrizadeh ne resterait pas impuni. Des généraux des gardiens de la Révolution frappaient du poing sur la table, exigeant une riposte immédiate contre Israël. Mais d'autres, plus pragmatiques, craignaient qu'une attaque directe n'entraîne une guerre totale, au moment où l'économie iranienne était déjà fragilisée par les sanctions internationales. Le dilemme était cruel, répondre violemment et risquer un cataclysme, ou se contenir et accepter, au moins temporairement, une humiliation cuisante. Pendant ce temps, en Israël, l'ambiance était tout autre. Derrière les murs sécurisés du quartier général du Mossad, à Tel Aviv, une euphorie discrète régnait. Les agents savaient qu'ils venaient d'exécuter une opération qui marquerait l'histoire. Les conversations restaient feutrées, mais les regards brillaient d'une fierté silencieuse. Pourtant, cette fierté s'accompagnait d'une tension palpable. Chacun savait que l'Iran chercherait tôt ou tard à frapper en retour. Les services de renseignement anticipaient déjà des représailles contre des diplomates, des colonies israéliennes à l'étranger, ou même contre des citoyens juifs vivant en diaspora. Le Premier ministre israélien, informé dès les premières minutes, se félicita du succès de l'opération. Devant ses conseillers, il parla d'un tournant stratégique, d'un avertissement adressé à tous ceux qui chercheraient à menacer l'existence d'Israël. Mais derrière ces mots assurés, il était conscient que cette victoire pouvait se transformer en fardeau diplomatique. Car officiellement, Israël ne revendiquait rien. Le Mossad ne laissait aucune trace, aucun indice clair, seulement des spéculations. Pourtant, pour la communauté internationale, le coupable ne faisait aucun doute. À Washington, à Paris, à Moscou, les chancelleries s'agitaient. Les Américains, alliés d'Israël mais soucieux de préserver leurs discussions avec Téhéran, se retrouvaient dans une position inconfortable. Les Européens, inquiets pour l'avenir de l'accord nucléaire, condamnaient l'assassinat tout en gardant une certaine prudence. Les Russes, proches de l'Iran, dénonçaient une provocation, mais restaient mesurés. Car tous savaient que cet acte risquait de rallumer une poudrière au Moyen-Orient. Sur le terrain, les conséquences furent immédiates.
Les convois officiels en Iran redoublèrent de vigilance. Les scientifiques liés au programme nucléaire furent placés sous une protection renforcée. Des gardes du corps furent multipliés, les itinéraires modifiés, les communications sécurisées. Pourtant, une peur sourde s'était installée. Si le Mossad avait pu atteindre l'homme le mieux protégé du pays, personne n'était véritablement intouchable. Dans l'ombre, les agents israéliens qui avaient participé de près ou de loin à l'opération vivaient un mélange d'exaltation et de tourment. Certains, rompus depuis longtemps aux opérations clandestines, voyaient dans ce succès la confirmation de leur rôle dans la défense de leur nation. Mais d'autres, plus jeunes, ressentaient une gêne intime. Car si l'assassinat avait une justification stratégique, il n'en restait pas moins la fin brutale d'une vie humaine. Les images de Fakhrizadeh tombant sous les balles, la panique de sa famille et de ses gardes du corps, hantaient certains esprits dans le silence des nuits sans sommeil. L'Iran, de son côté, utilisa l'événement pour consolider son discours de résistance. Les médias officiels présentèrent Fakhrizadeh comme un martyr, un héros tombé pour la science et la nation. Dans les écoles, des leçons spéciales furent organisées pour glorifier sa mémoire. Son visage apparut sur des affiches, dans des cérémonies religieuses, et même dans des chants patriotiques. Chaque larme versée, chaque point levé renforçait un climat de défi face à l'ennemi désigné, Israël et ses alliés. Mais dans les cercles plus restreints du pouvoir iranien, le constat était amer. La sophistication de l'opération, la précision technologique de l'arme, l'invisibilité des assaillants, tout cela révélait une vulnérabilité insupportable. Les gardiens de la Révolution lancèrent une enquête interne colossale, interrogeant des dizaines de responsables, cherchant la moindre fuite d'informations. Car pour eux, si le Mossad avait pu préparer une telle attaque, c'était que des complicités, conscientes ou non, avaient existé à l'intérieur même du système iranien. La peur s'installa dans les rangs. Chaque responsable de la sécurité craignait d'être accusé de négligence. Chaque scientifique se savait désormais une cible potentielle. Et dans cette atmosphère de suspicion, les divisions internes s'exacerbèrent. Certains prônaient un renforcement total du secret, d'autres réclamaient des représailles immédiates, d'autres encore redoutaient qu'un cycle infernal de violence n'entraîne le pays vers une confrontation directe. À Tel Aviv, les stratèges du Mossad suivaient de près ces réactions. Ils savaient que leur coup n'avait pas seulement éliminé une figure centrale, mais qu'il avait semé la méfiance et la peur dans tout l'appareil iranien. Pour eux, l'opération avait atteint un double objectif, neutraliser une menace directe et désorganisée, au moins temporairement, le programme nucléaire. Pourtant, aucun ne pouvait ignorer que cette victoire était fragile, et qu'elle s'accompagnait d'un prix, l'escalade des tensions, l'accumulation de rancunes et la promesse de nouvelles représailles dans un futur incertain. Car dans l'univers des services secrets, il n'y a jamais de fin véritable. Chaque opération réussie engendre une riposte, chaque coup porté déclenche un contre-coup. Le Mossad le savait, tout comme les gardiens de la Révolution. Et au milieu de cette danse mortelle, les peuples de la région, eux, continuaient à vivre dans la peur, pris en otage par une guerre de l'ombre qui, bien que silencieuse, façonnait leur quotidien. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune de nos enquêtes, car ce que vous allez découvrir vous plongera dans les coulisses les plus secrètes et les plus audacieuses du renseignement mondial. L'histoire de Mohsen Fakhrizadeh et de sa traque commence bien avant le jour où le monde entier entendit parler de son assassinat. Dès le début des années 2000, les services de renseignement israéliens avaient identifié le scientifique comme un acteur clé du programme nucléaire iranien. Mais la simple identification d'une cible n'était que le commencement. Dans le monde de l'espionnage, connaître le nom d'un ennemi ne suffit jamais. Il faut comprendre ses habitudes, ses déplacements, ses alliances et surtout ses vulnérabilités. Fakhrizadeh n'était pas un militaire en uniforme, ni un politicien exposé aux caméras. Il était un scientifique, un chercheur, et comme beaucoup de ses pairs, il savait manier la discrétion. Ses déplacements étaient soigneusement planifiés, ses communications étaient cryptées, et il évoluait entouré d'une escorte rapprochée qui pourrait faire reculer n'importe quel intrus. Pour le Mossad, chaque tentative de le suivre demandait de la patience et une sophistication extrême. Les premiers indices concrets vinrent des sources ouvertes et des réseaux dormants à l'étranger. Des ingénieurs et chercheurs iraniens vivant en Europe ou en Asie furent approchés avec subtilité. Certains fournissaient des informations anodines sur les conférences auxquelles Fakhrizadeh participait, les laboratoires où il se rendait, les routes qu'il empruntait. Chaque détail, aussi petit soit-il, était minutieusement analysé. L'ombre du scientifique commençait lentement à se dessiner sur les cartes du Mossad, images fragmentées mais de plus en plus complètes. Au fil des années, l'ombre se précisa. Les analystes israéliens remarquèrent ses routines, des séjours récurrents dans certaines villes, des habitudes alimentaires, des horaires de sommeil et même les véhicules qu'il préférait. Ces informations, combinées aux images satellites des installations nucléaires et aux interceptions électroniques de communication périphériques, constituèrent une mosaïque détaillée de sa vie.
Chaque pièce ajoutée renforçait la conviction que le moment d'agir viendrait. La complexité de l'opération résidait dans le fait qu'aucune action directe ne pouvait être entreprise sur le sol iranien sans déclencher une crise majeure. Le Mossad devait trouver un moyen d'agir à distance, avec une précision chirurgicale, sans laisser la moindre trace de son implication. C'est là qu'intervint l'innovation technologique, une arme téléguidée capable de neutraliser la cible sans présence humaine directe. L'idée pouvait sembler sortie d'un film d'espionnage, mais pour Israël, c'était la seule solution viable. Les mois précédant l'opération furent consacrés à la mise au point et au test de cette technologie. Des simulations reproduisant les trajets de Fakhrizadeh furent effectuées, chaque détail, chaque angle, chaque obstacle possible analysé et ajusté. Le véhicule contenant l'arme fut introduit clandestinement dans la région, déguisé en simple camion abandonné, camouflé parmi des dizaines d'autres pour ne pas éveiller le moindre soupçon. Les opérateurs, situés à des centaines de kilomètres, contrôlaient chaque paramètre en temps réel, prêts à déclencher la frappe au moment exact. Le 27 novembre 2020, tout convergea vers le moment décisif. Fakhrizadeh se déplaçait dans son convoi habituel, protégé par plusieurs véhicules blindés et un groupe de gardes armés. Rien ne semblait hors du commun à l'extérieur, mais pour les agents israéliens, chaque seconde était critique. Le système de reconnaissance faciale installé sur le véhicule camouflé identifia enfin la cible. Les opérateurs lancèrent l'opération avec une précision parfaite. Les tirs furent immédiats, ciblés et fatals. En quelques instants, le scientifique tomba et le véhicule piégé s'autodétruisit, effaçant toute trace de l'opération. La réaction fut immédiate et explosive. À Téhéran, la colère et l'incrédulité dominèrent. Le guide suprême dénonça un acte terroriste d'État et jura vengeance, tandis que les médias iraniens transformaient Fakhrizadeh en martyr. Mais au-delà du discours public, des débats internes eurent lieu au sein des gardiens de la Révolution. Comment un scientifique si étroitement protégé avait-il pu être atteint? Quelles étaient les failles dans la sécurité? Des dizaines de responsables furent interrogés, tandis que les mesures de protection autour des autres scientifiques furent renforcées de manière drastique. Les répercussions internationales furent tout aussi immédiates. Les États-Unis, tout en restant prudents dans leurs déclarations, furent informés en temps réel par Israël. Les Européens s'inquiétèrent de l'impact sur les discussions nucléaires avec l'Iran. La Russie et la Chine dénoncèrent l'opération comme une provocation, mais aucun pays ne pouvait contester le fait que l'opération avait été menée avec une efficacité redoutable et sans confrontation directe. Dans les coulisses israéliennes, la satisfaction cohabitait avec une prudence extrême. L'opération avait atteint son objectif, mais la vigilance devait rester maximale. Les analystes savaient que l'Iran ne resterait pas inactif, qu'il planifierait des représailles indirectes ou des actions clandestines. Chaque agent impliqué dans la mission connaissait le prix du succès. L'invisibilité totale était nécessaire pour survivre à l'onde de chocs diplomatiques et militaires. Au-delà de l'aspect stratégique et technologique, l'opération avait également un impact psychologique. La peur et la méfiance s'étaient installées au cœur même du programme nucléaire iranien. Si un scientifique si protégé pouvait être éliminé avec une telle précision, tous les autres savaient qu'ils étaient désormais vulnérables. Cette dimension invisible, cette crainte latente, était une victoire supplémentaire pour le Mossad. En Israël, l'opération fut étudiée comme un modèle de coordination, de patience et d'innovation technologique. Les agences de renseignement étrangères observaient avec fascination et inquiétude. Jamais encore une cible aussi protégée n'avait été neutralisée de cette manière, avec une arme téléguidée et un contrôle à distance. Le Mossad venait de repousser les limites du possible, démontrant que la guerre de l'ombre pouvait atteindre des sommets insoupçonnés. Pour l'Iran, le vide laissé par Fakhrizadeh fut immense. Les successeurs manquaient de son expertise et de son autorité. Les projets nucléaires ralentirent, et la surveillance interne devint obsessionnelle. Mais la détermination du pays à poursuivre ses ambitions nucléaires restait intacte. La mort du scientifique n'était pas la fin, mais le début d'un cycle encore plus complexe de rivalités, de complots et de tensions régionales. L'opération rappela à tous que, dans le monde du renseignement, rien n'est jamais simple ni définitif. Chaque acte crée une réaction, chaque victoire porte son prix. La traque de Fakhrizadeh ne fut pas seulement une élimination ciblée, mais un signal à tous ceux qui menacent Israël. Le Mossad frappe dans l'ombre, avec une précision et une patience qui défient toute compréhension, et personne n'est jamais totalement à l'abri. Les enseignements de cette opération continuent d'influencer les stratégies de renseignement à travers le monde. Les agences analysent chaque détail, chaque technologie employée, chaque décision tactique. Car si l'histoire retiendra la précision de la frappe et la maîtrise technique, elle retiendra aussi l'art de la patience, de l'observation et de l'anticipation, qui sont la véritable essence de l'espionnage moderne. Et dans cette guerre silencieuse, chaque camp sait que la prochaine manœuvre, le prochain coup dans l'ombre, pourrait changer le cours de l'histoire.
La traque de Mohsen Fakhrizadeh restera gravée dans les annales du renseignement, non seulement pour son audace et sa sophistication, mais aussi pour la démonstration que, dans un monde où la technologie et l'information sont des armes, aucun secret n'est inviolable et aucune cible n'est définitivement à l'abri. L'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh ne fut pas seulement un événement militaire ou une opération du Mossad. Il devint rapidement un catalyseur de tensions régionales et un sujet de débat politique et diplomatique à l'échelle mondiale. À Téhéran, le choc se transforma en colère, en suspicion et en une mobilisation immédiate. Les plus hauts dirigeants du pays comprirent que la vulnérabilité de leurs scientifiques de pointe révélait non seulement des failles dans la sécurité nationale, mais aussi l'efficacité inquiétante de la technologie israélienne et la détermination d'Israël à frapper là où il le voulait. Dès les premières heures, le ministère iranien de la Défense organisa des réunions d'urgence, convoquant les responsables des gardiens de la Révolution et des services de sécurité pour évaluer comment un tel exploit avait pu se produire. Les débats furent intenses. Certains plaidaient pour une révision complète de toutes les procédures de sécurité, le renforcement immédiat de la protection des scientifiques et la création de protocoles encore plus stricts pour tout déplacement. D'autres exigeaient une réaction directe, un acte de vengeance qui montrerait que l'Iran n'accepterait jamais qu'on touche à ses citoyens ou à ses experts. Mais la prudence, guidée par la crainte d'une escalade incontrôlable, prévalut pour l'instant. Au-delà de la colère et de la peur, la perte de Fakhrizadeh provoqua une crise interne au sein du programme nucléaire iranien. Le scientifique n'était pas seulement un expert technique, il était un leader respecté, capable de coordonner des équipes de recherche et de superviser des projets complexes. Sa mort laissa un vide stratégique et humain difficile à combler. Les successeurs manquaient de son expérience, et la confiance des chercheurs envers leurs dirigeants fut ébranlée. Les réunions se multipliaient pour tenter de reconstruire l'organisation, mais l'ombre de l'assassinat pesait sur chaque décision. En Israël, l'opération fut analysée et célébrée en silence. Le Mossad savait que la réussite de cette mission avait des implications profondes. Elle démontrait non seulement la capacité technologique à frapper à distance, mais aussi l'efficacité d'une patience stratégique étendue sur plusieurs années. Les planificateurs de l'opération, les analystes et les techniciens avaient tous contribué à un exploit qui allait être étudié dans le monde entier comme un modèle de renseignement moderne. Cependant, chaque agent impliqué était conscient que la gloire était fragile. L'Iran n'allait pas rester inactif. Des représailles indirectes, des attaques clandestines ou des campagnes de déstabilisation étaient à prévoir. Dans les capitales occidentales, la nouvelle provoqua une onde de choc diplomatique. Les États-Unis, tout en restant prudents dans leurs déclarations publiques, évaluèrent immédiatement les implications stratégiques. La Maison-Blanche savait que cette opération pourrait compliquer la reprise des négociations nucléaires avec l'Iran, tout en envoyant un message clair à Téhéran sur les risques d'escalade. L'Europe, elle, condamnait officiellement l'assassinat, mais était consciente qu'une confrontation directe serait dangereuse pour la stabilité régionale. La Russie et la Chine dénoncèrent l'acte comme une provocation, mais de manière calculée, en soulignant la nécessité de la retenue. Sur le terrain, l'Iran multiplia ses mesures de sécurité. Les scientifiques travaillant sur des projets sensibles furent placés sous une surveillance accrue, les itinéraires de déplacement changeaient régulièrement, et de nouvelles technologies de protection furent déployées. Cependant, la peur et la suspicion devinrent omniprésentes. Chacun craignait la présence de mouchards, de traîtres ou d'infiltrés. La confiance interne se dégrada, et chaque décision stratégique fut désormais marquée par la crainte de nouvelles attaques. Dans le même temps, la technologie employée par le Mossad fut analysée par les agences de renseignement du monde entier. L'idée d'une arme téléguidée, précise et contrôlée à distance, capable de neutraliser une cible spécifique dans son propre pays, était révolutionnaire. Les spécialistes comprirent que cette approche changeait fondamentalement la nature de l'espionnage et des opérations clandestines. Plus besoin de s'exposer physiquement, plus besoin de réseaux d'agents sur place. La seule limite était désormais l'ingéniosité et la maîtrise technologique. Mais derrière les prouesses techniques et stratégiques se cachait aussi une dimension humaine complexe. Les agents israéliens impliqués dans l'opération ressentaient un mélange d'exaltation et de poids moral. La mission avait été un succès absolu, mais elle avait entraîné la mort d'un homme. Certains se consolaient en pensant qu'ils avaient neutralisé une menace existentielle pour leur pays, d'autres restaient hantés par la brutalité de l'acte, par la rapidité avec laquelle une vie avait été effacée. Cette tension psychologique, invisible pour le public, faisait partie intégrante de la vie des services secrets. La riposte iranienne, bien qu'encore incertaine, commença à se préparer. Les stratèges militaires étudièrent des scénarios de représailles indirectes, des attaques contre des intérêts israéliens à l'étranger, le renforcement du programme nucléaire pour montrer qu'il n'était pas interrompu, et des opérations clandestines visant à perturber les réseaux israéliens dans la région. Chaque mouvement serait calculé avec prudence, mais la vengeance était inévitable. En Israël, les dirigeants politiques et militaires étaient conscients de ces risques. L'opération avait été un succès technique et stratégique,
mais elle avait également créé un nouvel équilibre de peur et de tension. La gestion des relations internationales devenait plus complexe, car chaque allié ou adversaire observait attentivement la réaction d'Israël et les mesures prises pour protéger ses citoyens et ses intérêts. Les conséquences régionales furent rapides. Les pays voisins du Moyen-Orient surveillaient attentivement les réactions iraniennes, craignant que l'assassinat ne déclenche un effet domino de conflits et de représailles. Les routes commerciales et les flux d'informations furent surveillés, et les forces armées régionales renforcèrent leur vigilance. Le Moyen-Orient entier, déjà fragile et instable, se retrouva plongé dans une atmosphère de suspicion et de tension extrême. Mais l'impact psychologique de l'opération dépassa le domaine militaire. La capacité démontrée par Israël à frapper avec une telle précision et à disparaître dans l'ombre envoya un message clair. Aucune cible n'est définitivement protégée, et la maîtrise technologique peut transformer une menace en vulnérabilité. Dans les cercles scientifiques, militaires et politiques du monde entier, l'assassinat de Fakhrizadeh fut analysé comme un exemple de la manière dont la technologie et l'intelligence peuvent s'entrelacer pour atteindre un objectif de manière invisible et efficace. Dans les mois qui suivirent, les discussions au sein du Mossad et du gouvernement israélien continuèrent. Les responsables débattirent de l'opportunité de révéler certaines méthodes ou de garder le secret absolu. La priorité restait la sécurité des agents, la protection des technologies utilisées et la prévention de toute fuite qui pourrait compromettre de futures opérations. Chaque détail de l'assassinat fut scrupuleusement étudié pour tirer des leçons et améliorer les futures missions.